Bon vendredi tout le monde, bienvenue à On Jase, édition du 20 novembre avec notre masque, notre petit engagement communautaire qu'on fait comme ça à chaque début d'émission. La situation qui est toujours un peu inquiétante au Québec, partout sur la planète. Donc, on vous rappelle que nous, ce qu'on prône, c'est de porter le masque, se laver les mains, la distanciation sociale. Si on veut reprendre un jour nos activités en attente du vaccin là, qui va arriver au cours de la prochaine année, que l'on dit, on le souhaite en tout cas, ben on n'a pas le choix d'adopter des mesures sanitaires pour se protéger tout le monde. On a eu un bel exemple cette semaine avec le cas de Martin et ses filles qui, à l'école, il y avait eu des cas dans ses classes et finalement, elles ont testé les deux négatives. Donc, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'elles ont porté le masque. On respecte votre choix, mais nous, c'est notre petit engagement communautaire. Comment ça va, mon ami Martin? Ça va bien, mon chum. Puis le monde capoterait, hein, ceux qui sont contre les masques, de savoir que mes enfants, en attendant leur test, portaient le masque dans la maison pour ne pas donner ça aux autres membres de la famille au cas où ils avaient la COVID. Sais-tu quoi? Je vais prendre la balle au bon là-dessus. Souvent, en début de show, on remercie, on salue les gens qui nous écoutent, les gens à la télé, les gens sur le podcast. On va saluer notre boss à RDS, peu importe qui ils sont. On voit ce qui se passe présentement dans les médias. On ne sait pas quand est-ce que le hockey va recommencer. Puis c'est important pour nous autres que le hockey recommence pour qu'on puisse être en onde. On va leur dire merci parce qu'on voit tout ce qui se passe un peu partout. Puis nous autres, à RDS, on a encore nos jobs. Non seulement ça, RDS se fait un devoir de faire travailler un peu tout le monde au lieu que ce soit toujours les mêmes qui soient... Donc, un gros bravo, un gros merci à RDS qui... Pendant la pandémie, là, on est en pandémie présentement, puis on a décidé de ramener On Jase 5 jours semaine. Ça, c'est nous deux, ça, Yann. Fait que, puis c'est Joël, puis c'est Corinne, c'est Valérie qui font les réalisations également. Donc, c'est du monde qui travaille grâce à ce que RDS prône. Donc, un gros merci à nos employeurs. Puis je vous invite à leur faire sentir que vous appréciez qu'on soit là tous les jours du lundi au vendredi, que ce soit à la TV ou sur le podcast. Très bien dit, mon cher ami. On invite les gens à nous envoyer également leurs commentaires, leurs questions via le rds.ca, via la page Facebook également. On fait toujours la lecture, on regarde vos commentaires, soyez assurés. Et on n'a pas le temps toujours de toutes les nommer en ondes. On essaie d'en faire le plus possible. Mais sachez une chose, qu'on les lit quotidiennement et on vous répond également. Ça nous fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir que vous êtes aussi nombreux à commenter et à participer sur nos différentes plateformes. Grosse émission, gros vendredi avec Guy Boucher qui sera avec nous un peu plus tard, mais on débute tout d'abord avec notre ami Stéphane Leroux qui est là. Et Stéphane qui arrive à un moment bien précis avec tout ce qui se passe au hockey junior, la bulle à Québec, le camp de l'équipe Canada junior. Salut Steph! Salut Yannick, j'espère que quand tu disais grosse émission, c'était pas à cause de nous deux, là? Non. Ben, les gens le savent, là, mais... Non. Non, grosse émission parce qu'on a beaucoup de contenu. Il est en forme, le Steph, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même du poids dans ce show-là. Je me suis accroché des chandails. J'ai voulu t'imiter un peu, Yannick. C'est bien! Hey, parfait, ça, des chandails d'équipe Canada à part ça. Y a-tu une histoire avec tes chandails? Raconte-moi ça, là, c'est... Martin, vendredi passé, disait qu'il s'ennuyait de mon décor, alors j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. Ben écoute, la seule chose que je peux vous dire, c'est que celui du bas, ici, c'est le nouveau. Il n'a pas été porté encore, il va être porté là, pour le chandail héritage. J'ai été chanceux, j'ai participé à la campagne avec Hockey Canada pour le lancement de ce chandail-là. Alors, ça me fait plaisir de vous le montrer et on va le voir pour la première fois là, pendant le Mondial Junior. Au moins un match où l'équipe canadienne va le porter. Les autres, ben, c'est ceux qu'on a eus là, en 2015, 2017, là, dans les dernières années. Là, j'en ai quelques-uns, chandail, j'en ai peut-être pas autant que vous, là, mais j'ai pensé, vu qu'on parlait du camp de sélection, là, de sortir quelques chandails à l'arrière comme ça, en espérant que ça va tenir le coup. On en a déjà vu live tomber. Le peut tomber ou baisser. Ouais. Ça peut arriver, c'est pas grave. Steph, on parle d'équipe Canada Junior. Évidemment, le camp a commencé cette semaine, puis on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité. D'abord, avant de parler des nouvelles des Québécois et tout ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé hier. Il est arrivé un petit incident hier au camp d'équipe Canada Junior. Raconte-nous ça, là.
Et tu sais quoi, c'est des petits incidents comme ça qui fait que des fois, ça peut changer tout l'esprit d'une équipe. Je vous raconte rapidement là, la façon dont ça se passe. Habituellement, je suis sur place, mais évidemment, pandémie oblige, on suit ça à distance. Là, en ce moment, il y a 44 joueurs sur 46 d'arrivée. Alors, on divise ça en 2 groupes, les rouges, les blancs. Chaque groupe a son heure de pratique. Hier, le groupe des blancs devait s'entraîner à 11h30, heure de Red Deer. Alors, c'est évident que si l'entraînement commence à 11h30, en tant qu'entraîneur, tu t'attends à ce que les joueurs soient sur la glace un petit peu avant, parce que, comme André Tourigny dit, si le match commence à 11h30, tu arrives à 11h30, ben, tu es en retard. Alors, Kirby Dach et Dylan Cozens, c'est quand même 2 gros morceaux, là, 2 gars qui vont jouer dans l'équipe, c'est sûr. Dach a joué 64 matchs avec Chicago l'an passé. Cozens, un vétéran. C'est 2 candidats même pour être capitaine ou en tout cas avoir une lettre sur leur chandail. Ils avaient des traitements à suivre avec le physiothérapeute et tout ça. André Tourigny, le personnel d'entraîneur, n'était pas au courant de ça. Alors, ils se sont présentés, pas en retard, ils se sont présentés à 11h30 pile sur le banc des joueurs pour embarquer. Mais déjà, les joueurs, là, ça faisait un petit bout de temps qu'on tournait, qu'on faisait des étirements. Alors, André Tourigny est allé les voir au moment où il s'apprêtait à embarquer. Il dit, écoutez, boys, vous êtes en retard. Puis là, ben, tu sais, les gars ont dit, ouais, on avait le traitement. Ouais, mais je n'étais pas au courant. On aurait dû être au courant. Moi, si je voulais, je peux vous laisser embarquer. Quel message ça lance aux autres? Ça lance, OK, ces 2-là, tu leur laisses des passes droits parce que c'est Cozens et Dach. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les 2 gars ont dit, André Tourigny, sais-tu quoi, coach, t'as raison. On s'en retourne dans la chambre, on va aller se déshabiller, puis on ne mérite pas de faire la pratique. Et André Tourigny a voulu être clair après. Il dit, c'est pas de la mesure disciplinaire dans le sens qu'ils ont passé tout droit leur cadran à pas sonner ou ils sont amusés trop longtemps dans le corridor avec des balles puis joué aux poches. Il dit, ils avaient des traitements. J'étais pas au courant. Mais il reste que le règlement est là pour tout le monde. Il faut que tu sois là on time. Puis là, il dit, en lançant, quand les 2 gars ont décidé de prendre, comme on dit, le blâme de la situation, même si c'était peut-être pas de leur faute de façon officielle, bien, le message que ça lance à tous les autres, c'est que tu as beau t'appeler Dach, tu as beau t'appeler Cozens, si tu es en retard, puis tu vas subir le même traitement que les autres. Alors, c'est un petit peu ça qui est arrivé hier. C'est pas un incident majeur. Puis André Tourigny a tenu à dire à tout le monde exactement ce qui s'était passé. Mais il trouvait que c'était important, puis il a apprécié surtout que les 2 joueurs disent « T'as raison, coach, on aurait dû faire plus vite, on aurait dû te prévenir, on aurait dû lâcher le traitement 5 minutes avant ou peu importe, mais l'incident est clos, on ne fera pas de vague avec ça jusqu'à dans 2 semaines. Mais je peux te dire une chose, quand un autre joueur va arriver en retard, peu importe ce qui va arriver, il va retourner dans le vestiaire aussi. Alors, c'est ça un peu qui s'est passé hier. Ça a l'air de rien un peu, ça a l'air anodin un peu, mais c'est le genre d'événement qui, des fois, peut avoir une petite incidence sur la formation du groupe et de l'esprit d'équipe. Steph, tu as parlé que ces 2 gars-là pouvaient être capitaines pour l'équipe. Comment ça se passe, le camp? Parce qu'on est en avance. Normalement, on n'est pas aussitôt en entraînement du côté d'Équipe Canada. Donc, est-ce qu'on est sorti des blocs rapidement? Est-ce qu'on est en train de, excuse-moi le terme, là, de mettre un pace là-dessus? Comment tu vois ça jusqu'à maintenant? Bien, on est en avance ou on est en retard. C'est la façon de le voir. Parce qu'on est en avance, oui, on a amené les joueurs plus tôt en novembre plutôt qu'en décembre, mais on a quand même du temps à rattraper compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de camp d'été cette année puis qu'il n'y a pas eu de match de jouer par la plupart de ces joueurs-là, à part les gars du Québec. Alors, j'ai vu des belles choses. Avant, hier, on a vu justement le même Kirby Dach. Vous avez sûrement vu aux séquences à Sport 30 ou sur vos médias sociaux, la petite passe avec le patin par en arrière, c'était de toute beauté. On a vu Samuel Poulain se battre vraiment 1 contre 1, tomber, se relever, battre son couvreur et inscrire un but de toute beauté. Moi, je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'intensité. Puis André Tourigny, il nous parle à tous les jours, là, depuis le début du camp, généreux dans ses points de presse, comme d'habitude, et il est content de ce qu'il voit. C'est sûr qu'en ce moment, là, il y a des petites affaires qui ne sont pas encore au point. Il y a 3 joueurs qui arrivent des collèges américains. Il faut qu'ils s'entraînent seuls à part. Ils ne font pas partie des 2 groupes parce qu'ils respectent une certaine quarantaine. Alors, ils ne sont pas dans le groupe avec les autres. Ils sont 3 là, qui subissent ce contretemps-là. Je dirais Dylan Holloway, Alex Newhook et le gardien québécois Devin Levi parce qu'ils étaient aux États-Unis avant de se présenter à Red Deer. Alors, ils en ont pour quelques jours encore. Tu as 2 joueurs qui n'ont pas encore sauté sur la patinoire. Xavier Simoneau, au moment où on se parle, est dans l'avion entre Montréal et Calgary pour s'en aller rejoindre l'équipe à Red Deer. Il attendait chez lui les fameux résultats de COVID. Il y a eu un test positif au départ. Il a repassé un autre test négatif. Alors, il fallait attendre d'être sûr avant de l'intégrer là-bas. Il est en route. Ridley Gregg, un choix des sénateurs d'Ottawa, lui est encore chez lui. Test de COVID positif, selon son agent, est en quarantaine. Pourrait rejoindre l'équipe la semaine prochaine. Alors, c'est des petits contretemps qu'il y a comme ça. Mais on a tellement de temps, comme on disait, le camp est tellement long que même si les joueurs prennent du retard un peu,
on va quand même être en mesure là, de rattraper le temps perdu. Puis j'invite les gens tout de suite, puisque le temps me le permet, puis on est là-dedans. En fin de semaine, samedi et dimanche, il y a 2 matchs intra-équipe à 20h, heure du Québec. Et sur rds.ca, on va présenter ces matchs-là avec des petits commentaires alentour. Les gens vont pouvoir suivre. Là. Ça ne sera pas une diffusion là, avec 5 caméras comme on a habituellement, là. Mais on va quand même avoir l'occasion de voir les matchs intra-équipe. Il va en avoir 3 de ces matchs-là, samedi, dimanche, et il y en a un mardi prochain à midi aussi. Donc, en même temps qu'on jase, là, on va être là. Normand, moi, Michel va faire un match aussi, probablement. On va se diviser la tâche un peu, Michel Lacroix. Alors, c'est pour un petit peu mettre la table. C'est encore tôt, mais à partir de samedi prochain, samedi le 28 novembre, là, on va avoir les matchs vraiment contre les universités de l'Alberta à vous présenter à RDS aussi à 20h, samedi le 28 et dimanche le 29. Donc, on va voir lentement, mais sûrement, la formation de cette équipe-là. Les 3 matchs qu'ils ont en fin de semaine, samedi, dimanche et mardi à midi, heure de l'Est. À la suite de ces matchs-là, on va retrancher les joueurs. Probablement 12-15 joueurs parce qu'il y a trop de joueurs au camp. On voulait avoir beaucoup de joueurs au départ pour justement pouvoir jouer des matchs intra-équipe rouge-blanc. Mais quand ces matchs-là vont être joués, il va falloir qu'on coupe un peu les effectifs pour commencer à travailler avec le groupe avec lequel on va faire 3 autres semaines pour se rendre jusqu'à la formation de l'équipe le 13 décembre. Steph, parle-moi donc un peu des Québécois qui sont là-bas ou les gars de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y en a quelques-uns. Je sais qu'André Tourigny a eu des bons mots pour, entre autres, Jacob Pelletier hier, mais raconte-moi un peu comment ça va pour nos boys du Québec là-bas. Là. Ben écoute, Simoneau, je t'en ai parlé, il n'est pas arrivé encore. Alors pour lui, ça a été difficile un petit peu là, de se faire valoir. Dans le cas de Samuel Poulain, on a vu des beaux flashs de ce que j'ai pu voir sur certaines séquences. Évidemment, on ne voit pas les entraînements au complet n'étant pas sur place. On est privé on voit juste ce que la caméra veut bien nous montrer. Mais en tout cas, il y a eu des beaux flashs avec lui. Tu as parlé de Jacob Pelletier. C'est certain que Jacob Pelletier, c'est dans les favoris. Là. Moi, je pense que lui, il a plus une place à perdre qu'à gagner dans son cas. Je pense qu'il est sur le... En anglais, on appelle ça le depth chart. Là, la formation fantôme de l'équipe, Pelletier a sa place. Il a joué avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans au Linka Gretzky en 2018 quand André Tourigny était l'entraîneur. L'équipe qui a gagné la médaille d'or avec Alexis Lafrenière notamment. Et il s'est blessé à un certain moment dans le tournoi, a fait une vilaine chute, s'est blessé au poignet, a dû déclarer forfait, mais demeurer quand même dans l'entourage de l'équipe. Et je vais citer quelques mots qu'André Tourigny a dit de lui encore hier. Il a dit c'est un joueur d'équipe exceptionnel, c'est un gagnant par tout ce qu'il a passé. Il l'a même qualifié de rayon de soleil. Il dit c'est un gars qui réussit à ramener tout le monde alentour de lui. Les propos étaient élogieux à son endroit. Alors, à moins qu'il subisse une blessure grave, Jacob Pelletier, j'ai l'impression, va faire partie de l'édition 2021 d'équipe Canada Junior. C'est sa dernière chance. Il a 19 ans. L'an passé, une semaine avant le camp, il s'est blessé, a subi une commotion cérébrale, n'a pas pu se présenter au camp. Et Jacob Pelletier nous disait hier, il dit, c'est sûr que j'ai été fâché pendant une semaine, puis après ça, il dit, je me suis mis à suivre l'équipe, à regarder les matchs, puis j'étais comme un fan, j'encourageais. Tu sais, Jacob Pelletier, ceux qui ont la chance de le côtoyer, là, vous savez quel genre de bonhomme c'est. Les gens de Québec le connaissent beaucoup. C'est un gars de la région de Québec. Il a joué 3 ans avec les Wildcats de Moncton. Cette année, il est rendu à Val-d'Or. Il a été capitaine à Moncton. Il est capitaine à Val-d'Or. C'est ce genre de bonhomme-là. C'est un leader. C'est un fatigant sur la glace. C'est un petit peu un style Gallagher, là, toujours dans le trafic. Puis petit sourire fatigant un peu pour les adversaires. Puis il marque des gros buts. Il a gagné dans le Midget 3A, Yannick, il y a quelques années avec le séminaire Saint-François. C'était lui le joueur par excellence des séries. C'est un gars que moi, j'aime beaucoup. C'est un gars qui est de commerce agréable. Je pense que ce gars-là, c'est le Québécois, je pense, qui a le plus de chances de se tailler une place dans l'équipe. Je dis pas que Samuel Poulain ne sera pas là. Je dis pas qu'Andrix Lapierre ne sera pas là. Les autres non plus. Dans le cas de Lapierre, ce que j'ai aimé, là, dès le départ, on l'a réuni avec Cole Perfetti. Ces deux-là, là, dans le même tournoi que je parlais où Jacob Pelletier s'est blessé. Non, c'est pas vrai. C'est l'année suivante, en 2019. Ils ont été ensemble, les deux, 12 points, 11 points. Et c'est Pelletier qui est avec eux en ce moment. Puis André Tourigny disait de Pelletier, c'est le fun, Pelletier peut jouer à gauche, peut jouer au centre, peut jouer à droite. Là, je l'ai mis à droite avec Lapierre puis Perfetti. On espère que ça va marcher, ce trio-là. C'est un trio qui pourrait peut-être être une unité dans le temps des fêtes. Perfetti, selon moi, a sa place dans l'équipe. Dans le cas de... Il était au camp l'an passé. Dans le cas de Lapierre, bien, ça va dépendre comment ça va se passer. Il a seulement que 18 ans, il ne faut pas l'oublier. Mais ça regarde quand même bien là, pour nos bonhommes. C'est sûr que Maverick Bourque va peut-être être un négligé un petit peu des parieurs parce qu'il n'a que 18 ans. On le sait, souvent, on privilégie les gars de 19 ans. Dawson Mercer va être là parce qu'il était là l'an passé.
Là, il va rester les 3 défenseurs des Maritimes qui, eux, ont l'avantage d'avoir joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison, particulièrement Luca Cormier et Jordan Spence. Les deux sont capables de faire marcher peut-être un défenseur offensif, l'avantage numérique. Tu sais, un Luca Cormier a seulement 18 ans. Son entraîneur à Charlottetown me disait l'autre jour, tu sais, si tu cherches un gars pour faire rouler l'avantage numérique, un genre de général, ça peut être le gars parfait comme 7e défenseur parce qu'il n'a que 18 ans. C'est pas un ça gars leur avec un donne gros gabarit. Ceux qui ont joué, Steph? Bien, ceux des Maritimes, je pense que oui, Martin, parce qu'au Québec, il ne faut pas se compter d'histoire. Là. Chicoutimi a joué 5 matchs avant de se rendre au camp. Alors oui, c'est 5 de plus que les gars de l'Ontario, mais les 3 joueurs des Maritimes, les 3 défenseurs, là, Spence, Barron, puis Cormier, ont joué 14, 15, 13 matchs. Alors, tu sais, c'est beaucoup de hockey comparé à tous les autres. Après la première séance d'entraînement, il y avait Dylan Cousins qui était en entrevue, puis on lui a posé la question à propos des gars du Québec, puis il dit « They were flying on the ice ». Il sentait la différence, comment les joueurs du Québec avaient déjà un petit peu plus de synchronisme. Alors oui, c'est sûr que ça peut pas nuire, mais tu sais, à la fin, là, il reste encore un mois. Là, les joueurs qui ont pris du retard vont se rapprocher, puis il en demeure pas moins que t'as beau pas avoir joué de l'année, tu as des habiletés quand même. Là, puis ces gars-là qui sont, les Kirby Dack, même s'il n'a pas joué là, depuis le mois d'août ou de quoi de même, ou Cousins, ils vont être là pareil, même s'ils ont manqué des matchs, c'est sûr. Là. Yann, tu vas être surpris. Je pense que je viens de pogner Steph. Il y a un Québécois que tu n'as pas parlé, Steph. J'espère qu'il est né au Québec, sinon je vais avoir l'air d'une banane. André Tourigny. André Tourigny, il est Nicolette. OK. Il y a quelqu'un qui écrit, je trouve avec raison. Puis quand vous avez un pseudonyme comme Lil Wayne sur rds.ca, sur la page On Jase, écrivez votre prénom. Je trouve son commentaire tellement bon. Et j'aime vraiment regarder l'équipe Canada Junior à chaque année au tournoi de Noël. Mais le fait qu'André Tourigny est le head coach en ajoute, ça a un bon cachet. À toute fois qu'il passe sur le show, Steph, il donne un méchant show. Les gens l'adorent. Puis ça doit être le fun cette année aussi, au lieu d'avoir un Hunter Platt là, en entrevue, d'avoir un Tourigny. Tu l'as dit en ouverture qu'il était très généreux. Ça aussi, ça doit rajouter. Puis le fait que c'est un Québécois aussi. Ben écoute, moi, je connais André Tourigny depuis une vingtaine d'années, quand il est devenu adjoint avec Denis Francoeur à l'époque, avec les Cataractes de Shawinigan. C'est un gars qui est rentré là que je ne connaissais pas. Il était un petit peu timide dans son coin. Après ça, il a fait un pas en arrière. Il est allé diriger les Estacades dans la Ligue Midget 3A. Puis, on lui a offert le poste à Rouyn-Noranda et il a gardé sa job pendant 11 ans. Puis, il n'a jamais été congédié, André Tourigny. C'est lui qui est parti parce qu'il a eu la chance d'aller avec Patrick Roy au Colorado. Il a fait 2 ans au Colorado. Il a décidé après ça de s'en venir à Ottawa avec Dave Cameron, qui était son bon ami, qu'il avait connu justement dans le programme de Hockey Canada. Il est allé à Halifax. On lui a offert le job là-bas quand il a décidé de revenir au niveau junior. Il aimait ça. Il avait un contrat de 5 ans. C'est lui qui est parti parce qu'il s'ennuyait de sa famille. Et là, il a eu le poste avec les 67 d'Ottawa. Tu sais, c'est la 5e fois, André Tourigny, qui va avec le programme des moins de 20 ans. Il est allé 4 fois comme adjoint. Tu sais, l'an passé, je me souviens, à un certain moment, je discutais avec Dale Hunter. Puis Dale Hunter, à la télé, c'est pas le fun tout le temps. Tu sais, Dale, quand les lumières allument, là, il aime pas ça, les entrevues. Mais quand tu jases dans le corridor avec, il est tellement gentil puis il est tellement drôle. Puis je sais que les partisans du Canadien détestaient Dale Hunter quand il jouait avec les Nordiques, là, mais c'est un bonhomme le fun à jaser avec. Puis il prend des nouvelles du Québec à chaque fois. Puis il me parlait d'André Tourigny, puis il disait, tu sais, j'ai le titre d'entraîneur-chef, puis lui adjoint, mais on est co-coach. Là. C'est pas un one-man show ici. Là. Il est autant entraîneur que moi. Puis moi, l'an passé, j'avais fait la promotion pour qu'André Tourigny soit l'entraîneur de l'équipe l'an passé, au moment où l'équipe a perdu il y a 2 ans. Puis André Tourigny m'avait dit, je ne retournerai pas comme adjoint, Stéphane, je vais y aller juste comme entraîneur-chef parce que j'ai fait mes classes comme adjoint. Finalement, Mark Hunter, le frère de Dale, a convaincu André Tourigny de dire, viens donc comme adjoint avec Dale, vous allez être co-coach, puis tu vas avoir autant de responsabilités, puis tout ça. Puis André a accepté d'y aller, puis finalement, ils ont gagné la médaille d'or, puis André Tourigny a eu quand même un rôle important dans l'équipe l'an passé. Et là, ben, cette année, finalement, il a sa chance. Je trouve juste ça dommage qu'il a sa chance dans un tournoi où ça ne sera pas tout à fait pareil parce qu'il n'y aura pas les spectateurs puis il n'y aura pas l'ambiance qu'il y a habituellement. Mais écoute, je pense que pour lui, c'est business as usual. Il est embarqué là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis l'avantage qu'il a, là, un petit peu, d'une certaine façon, c'est qu'il n'a pas à se préoccuper trop de ses 67 d'Ottawa pendant qu'il est là-bas parce que les 67 ne joueront pas avant le mois de février. Ouais. Alors, il est vraiment comme à temps plein là, avec le programme canadien.
Steph, 2 questions du public qui ont rapport avec l'équipe Canada Junior. D'abord, je te pose les 2 puis je te laisse répondre par la suite. Jean-Sylvain Belair, est-ce que Lafrenière va être libéré? Je comprends pas pourquoi il n'est pas là à ce moment-ci, vu qu'il n'y a pas de hockey dans la Ligue nationale. Première question. Deuxième, Jonathan Ouellette, est-ce que le tournoi va être disputé dans une bulle similaire à ce qu'on a vu avec les séries de la Ligue nationale? Bon, première question. Les Rangers de New York, pour l'instant, n'ont pas libéré Alexis Lafrenière, mais n'ont pas fermé la porte à prêter Alexis Lafrenière à la formation canadienne si le début de saison dans la Ligue nationale est retardé. Vous savez, Kirby Dach, avec les Blackhawks de Chicago, il est là présentement, mais si jamais on annonce que la Ligue nationale reprend officiellement le 1er janvier puis que le camp des Blackhawks commence le 15 décembre, l'équipe Canada va perdre Kirby Dach, il va retourner avec les Blackhawks de Chicago. Alors, c'est deux approches différentes. Chicago a dit à Dach, va t'entraîner avec les kids, puis si tu peux, joue le tournoi, alors que les Rangers ont décidé d'attendre dans le cas de Lafrenière, surtout qu'il ne connaît pas New York et tout ça. Alors, on a décidé de l'amener à New York pour l'instant, puis de le mettre dans le bain un petit peu. Mais si la Ligue nationale commence, exemple, le 1er février, puis que les camps d'entraînement de la Ligue nationale commencent le 15 janvier, moi, je pense que Lafrenière va participer au camp, va participer à l'aventure parce qu'il a encore le droit d'y aller, puis les Rangers n'ont pas fermé la porte. Pour ce qui est de la deuxième question, oui, ça va être une bulle exactement comme on a vu dans la Ligue nationale. Les 10 équipes. T'sais, dans la Ligue nationale, il y en avait 12 équipes à Edmonton, 12 équipes à Toronto quand ça a commencé. Là. Alors là, il va y avoir 10 équipes qui vont tous rentrer dans une bulle. La date ciblée, c'est le 13 décembre. Alors, le 13 décembre, l'équipe Canada va voyager de Red Deer à Edmonton et les autres équipes vont rentrer, vont tous rester dans le même hôtel, vont avoir chacun leurs étages différents et tout ça. Et il va y avoir le personnel de diffusion de TSN, RDS qui va être là aussi. Ces gens-là vont tous être dans une bulle. Ils vont circuler seulement de l'hôtel à l'aréna, de l'aréna à l'hôtel. C'est tout. Pas de contact extérieur et tout ça. Les autres journalistes vont être en haut, ne pourront pas s'approcher des joueurs pour faire des entrevues. Ça va se faire via Zoom, comme on a vu dans la Ligue nationale. Quel meilleur... C'est un scénario, dans le fond, qui tombe bien. Le tournoi était prévu à Edmonton cette année et Edmonton a justement expérimenté la bulle de la Ligue nationale cet été. Alors, ils savent exactement comment ça fonctionne. C'est un beau hasard d'une certaine façon. Et moi, je pense que ça va fonctionner. On va voir beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vu lors des matchs cet été dans la LNH. As-tu vu l'entrevue avec André Tourigny quand il patinait sur Lafrenière? Puis j'ai dit, garde, y a-tu quelqu'un qui peut prendre le chandail numéro 11 ou 13? T'avais-tu entendu sa réponse quand il a dit non, il est dans ma chambre puis il reste là? Puis cette semaine, on lui a reposé la question dans les conférences d'après-entraînement aussi. Puis il a dit si jamais on me dit que Lafrenière s'en vient, ça va me prendre à peu près 1 ou 2 secondes pour y trouver un trio, il n'y a pas de problème. C'est bon. Steph, on va parler également de ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans quelques instants. Guy Boucher également s'en vient. Yann, c'était un commentaire ou deux. Tu as un peu de temps avant la pause à la télévision parce qu'ils vont aller en Sport Flash. Sinon, j'aimerais saluer Gaétan, Olivier, Marc qui sont encore avec nous sur notre page On Jase. Oui, ben, tu sais, je peux peut-être nommer quelques noms rapidement. Philippe Miglierina qui nous écrit, David Montour également. Et vite, il y a Jocelyn Charrette qui dit « Les gars, ça fait 2 ans que je vous écoute à tous les jours en différé quand je travaille. Pour la première fois, je vous écoute en direct et c'est vraiment le fun. » Donc, des petites salutations comme ça. Ben, je te laisse aller pour également. La pause, mon cher. Ben, c'est la pause. Elle était des patins, celle-là, gros. Je t'ai fait vite un peu. La pause était des patins. Oui, ça rentrait. Écoute, ça me fait drôle que tu lis le commentaire que tu as lu juste avant la pause. Il y a Christophe qui dit « Ça fait 1 an que je vous écoute religieusement et je vous écris pour la toute première fois sur la page On Jase. » C'est Christophe 1990 et tu connais la communauté d'On Jase. Ils se sont tous mis en ligne pour lui souhaiter la bienvenue. Steph, Canada Junior, on va avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois. Puis on a vraiment hâte d'avoir du hockey compétitif. Je pense que c'est pour ça qu'on est... Puis je pense que vous allez avoir encore plus de codes d'écoute cette année en raison de la pause. Mais là, le junior majeur du Québec. Écoute, en plus, présent. Martin, non seulement, Martin, il n'y a pas de hockey, mais en plus, les matchs vont être à heure de grande écoute. Le Canada va jouer tous ses matchs à 18h, heure de l'Est, dans la phase préliminaire. Il va y avoir des matchs à 21h30, à 18h, puis il va en avoir un à 14h l'après-midi. Alors,
déjà que le championnat du monde junior dans le temps des fêtes, c'est déjà très attendu. Et là, en plus, il n'y a pas autre chose. En plus, les meilleurs risquent d'être là. Alors, tout va concorder, là, je pense, pour avoir un 2 semaines, là, si on compte les matchs préparatoires à partir du 21 décembre jusqu'au 5 janvier. Là, on va avoir un 2 semaines, vraiment 2 semaines, quelques jours, là, très, très intense. Comment ça marche, la bulle de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec? Bien, écoute, on a commencé mardi. Ça se passe relativement bien. On a eu une petite inquiétude avec les voltigeurs de Drummondville lundi. Il y avait des tests qui n'étaient pas concluants. On a dit, OK, on va attendre avant d'amener Drummondville avec les autres équipes. On a fait des changements dans le calendrier. Shawinigan a pris la place de Drummondville. Drummondville a pris le calendrier de Shawinigan. Finalement, tout s'est placé. Puis là, écoute, il y a 5 matchs de jouer. Il y en a eu 2 mardi, 2 mercredi, 1 hier. Et là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, 2 matchs par jour, 14h, 19h. On veut espérer, vendredi prochain, arriver que toutes les équipes aient joué 6 matchs. Ce que j'ai vu, écoute, il y a eu un petit peu de rouille pour certaines équipes quand ça fait 5-6 semaines que tu n'as pas joué de match. C'est un petit peu plus difficile, mais on a quand même eu des bons matchs. Il y a eu des matchs en prolongation. J'ai eu la chance d'en suivre tout en travaillant, en regardant. Tu sais, ça a ça l'avantage un peu là, d'être en pandémie. Tu as un écran sur le camp de Hockey Canada, tu as un écran sur la bulle de la LHJMQ, tu regardes tout ça en même temps en plein après-midi. Tu sais, quelque part, il ne faut pas se plaindre non plus dans le travail qu'on fait. On réussit à composer avec la situation. Puis, écoute, j'espère que ça va bien fonctionner. Ces équipes-là ont pris du retard sur les équipes des Maritimes depuis le début du calendrier à cause des zones rouges et tout ça. Alors là, ils vont jouer des matchs, puis ils vont avancer. Est-ce qu'à la fin de la saison, tout le monde va avoir joué 60 matchs? Je ne suis pas sûr. C'est le vœu de la Ligue junior majeure du Québec. Tout va dépendre comment la santé publique va gérer ça. Puis si on va décider de refaire peut-être une autre bulle en janvier, si la zone demeure rouge, on verra. Mais pour l'instant, là, ça va quand même pas si mal. Là, dans les Maritimes, ça va quand même bien. Là, il y a eu une éclosion à Saint-John. Il y a eu un cas là, à Saint-John. Saint-John est sur pause. Mais avant ce cas-là qui a sorti hier, là, dans les Maritimes, on était presque à 100% des matchs joués là, depuis le début de la saison. Mais là, il y a une équipe, Stéphane, que c'est pas mal difficile parce que là, il y a des équipes. Dans les Maritimes, on joue. Il y a beaucoup d'équipes dans la bulle à Québec. Mais il y a une équipe actuellement qui ne joue pas, qui n'est pas dans la bulle, qui n'a pas de match prévu. C'est le Phoenix de Sherbrooke. Là, c'est un peu compliqué du côté de Sherbrooke. Là. Ce qui est arrivé avec Sherbrooke, c'est qu'ils sont tombés en zone rouge une semaine trop tard. Quand on a décidé de faire la bulle à Québec à partir du 17 novembre, on a dit aux 7 formations qui étaient en zone rouge à ce moment-là, et Sherbrooke ne l'était pas. Sherbrooke venait d'aller faire un voyage en Abitibi. On a dit aux 7 autres équipes, vous commencez une espèce de règle de semi-confinement. On fait un petit peu plus attention, on change un peu les règles pour se protéger. Et la santé publique exigeait 2 semaines de cette espèce de protocole-là. Alors, Sherbrooke n'avait pas commencé ça parce que Sherbrooke n'était pas en zone rouge, pensait pouvoir continuer à jouer des matchs. Finalement, ils sont tombés en zone rouge le 10 novembre. Donc, il était déjà trop tard pour eux pour rentrer dans la bulle. Alors là, on a dit, malheureusement, et c'est cette équipe, la bulle, on ne peut pas en rentrer une 8e. Vous n'avez pas commencé le semi-confinement à temps. On va vous laisser de côté. Pendant ce temps-là, Rimouski, Bécomo, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, qui ne sont pas en zone rouge, sont capables de jouer. Ils s'affrontaient l'un l'autre. Là, on a décidé de croiser en fin de semaine. Les 2 équipes de l'Abitibi sont dans l'Est. Puis la semaine prochaine, les 2 équipes de l'Est vont aller en Abitibi. Les 6 équipes des Maritimes jouaient jusqu'à l'arrêt hier de Saint-Jean et Cap-Breton. Donc, tu as raison, 17 équipes sur 18 qui avancent dans le calendrier, sauf Sherbrooke, qui a joué seulement 5 matchs depuis le début de la saison. Et j'ai échangé des messages textes avec l'entraîneur-chef Stéphane Julien, directeur général. J'ai croisé aussi Jean Gagnon, son adjoint, en fin de semaine. Et les deux ne savent pas s'ils vont jouer d'autres matchs en 2020. Là, parce que quand on va sortir de la bulle, début décembre, si c'est encore des zones rouges, eux, ils ne pourront pas jouer. Les seuls qui vont pouvoir continuer à jouer, c'est Val-d'Or, Rouyn, Bécomo, Rimouski. Alors, est-ce que les autres équipes devront attendre à 2021 pour jouer? Alors, c'est possible que Sherbrooke, lorsqu'on va arriver au début 2021, ait seulement 5 matchs de jouer de leur calendrier et qu'il y a des équipes dans les Maritimes et certaines au Québec qui aient joué 16, 18 ou 20 matchs. Alors, c'est sûr qu'il y a un retard important. Est-ce qu'on va être capable, lorsqu'on va sortir de la zone rouge, que Sherbrooke reprenne tous ces matchs-là? Moi, j'en doute. J'ai l'impression qu'à la fin de la saison, ce n'est pas tout le monde qui va avoir joué 60 matchs. On va faire l'effort qu'on peut d'ici le début du mois d'avril pour en jouer le plus possible. Et le classement va se faire selon le pourcentage de victoires et non le nombre de points qu'on aura obtenus au classement. Ça. Parce que c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir joué, je pense, le même nombre de matchs à la toute fin. Il y a Jules qui demande sur la page de On Jase comment ça se passe au Centre Vidéotron dans la bulle. Tu sais, Vive, qu'il y a 4 équipes normalement qui se croisent. Est-ce que tu as une idée de comment ça fonctionne?
Il y a 3 équipes dans un hôtel. On a eu, dans ma balado-diffusion en début de semaine, on a eu Kevin Cloutier, directeur général des Tigres de Victoriaville, qui nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a 3 équipes dans un hôtel à Québec. Il y a 4 équipes dans un autre hôtel. Ils ont leurs entrées différentes. Denis Gauthier en a parlé aussi. Denis, qui est avec les Voltigeurs, en a parlé avec les gars du 5 à 7 hier ou avant-hier. Ils rentrent par des portes différentes. Il y a l'ascenseur pour certaines équipes, les marches pour d'autres équipes. On n'a pas le droit de se visiter entre chambres. Là. Je veux dire, les gars de Victoriaville, ils ne montent pas 2 étages plus haut pour aller jaser avec leur chum de Shawinigan. On évite tout ça. Quand on entre au centre Vidéotron, c'est l'autobus à côté de la porte. Tu rentres direct au vestiaire, tu t'en vas sur la glace, puis tu t'en retournes direct dans ta chambre. Puis chaque équipe, évidemment, a sa chambre dédiée. Alors, la Ligue junior majeure du Québec fait tout ce qu'elle peut. Puis moi, j'admire ce qu'ils ont fait. Je vous le disais la semaine passée. C'est proactif. Il y en a qui peuvent critiquer un petit peu, mais je pense que dans l'ensemble, la Ligue essaye que ça marche et met les efforts pour que ça marche. Oui, bien, ça fonctionne également. Les pauses fonctionnent parce que c'est moi qui ai fait. Les gens qui étaient partis pour les grands titres à RDS, merci d'être de retour. Stéphane Leroux est toujours avec nous. Guy Boucher s'en vient. Guy qui nous espionne, qui nous écoute présentement. Merci, Steph, pour la passe. C'était une passe à la Crosby et non pas, comme Yannick Lévesque m'a fait tantôt, une passe à la Matt Molson. Hier, je t'en avais fait 2 belles, par exemple. Oui, non, 3 belles à part de ça hier. T'étais excellent hier. Écoute, Steph, avant qu'on te quitte, c'est certain là, que c'est un avantage. Puis on l'a déjà fait, féliciter la Ligue d'hockey junior majeure du Québec pour ce qu'il faisait versus les autres ligues qui étaient en pause. Pour la suite des choses pour eux, je t'ai posé pour le hockey junior avec les Maritimes, je te le pose pour le futur de ces joueurs-là qui jouent quelques matchs versus ceux qui sont emboîtés du côté de l'Ouest canadien et de l'Ontario. En vue du prochain repêchage, est-ce que ça leur donne un edge? C'est certain que plus tu vois des joueurs, plus tu peux les aimer, mais en même temps, plus tu vois des joueurs, plus tu peux leur trouver des défauts aussi. Il y a 2 façons de voir ça. Un bon recruteur, puis je sais qu'il y en a des bons là, qui suivent les activités, que ce soit au Québec, en Ontario, dans l'Ouest, a pris des notes sur les joueurs l'an passé qui avaient seulement que 16 ans et qui sont admissibles cette année. Quand tu vas voir ton match, tu t'en vas là pour surveiller 2 joueurs des Cataractes, mettons, qui sont admissibles, et 2 joueurs des Tigres de Victoriaville qui sont admissibles. Mais tu regardes aussi les 16 ans qui s'en viennent, puis tu prends des notes déjà un petit peu. Alors, tu sais, les recruteurs, même si les gars qui sont admissibles, je te donne un exemple, un Zachary Bolduc à Rimouski, qui est peut-être un des meilleurs espoirs au Québec cette année avec Zachary Lheureux des Wildcats de Moncton. C'est pas parce que l'année passée, il n'était pas admissible que les recruteurs les regardaient pas puis prenaient pas de notes sur eux. Alors, même si ces bonhommes-là, cette année, ne jouent que, exemple, 35 ou 40 matchs au lieu d'en jouer 80, je pense que les recruteurs vont être capables d'avoir une bonne lecture. Puis c'est la même chose pour les gars de l'Ontario et de l'Ouest aussi. Est-ce qu'il y aura un mondial des moins de 18 ans de la Fédération internationale au mois d'avril? On ne sait pas. On a vu que la Fédération internationale a cancellé toutes les autres classes en bas là, du groupe mondial pour les moins de 18 ans. Mais celui du groupe mondial, pour l'instant, est toujours à l'horaire et on espère qu'il aura lieu. On sait que l'an passé, il n'aura pas lieu. Ça va être un tournoi extrêmement important, surtout pour ceux qui n'auront pas joué beaucoup de matchs durant la saison. Le programme américain est en marche, joue des matchs contre la USHL en ce moment. Alors, il y a moyen. La NCAA a repris aussi en fin de semaine à quelques endroits. Moi, je pense que les dépisteurs vont être capables, pas autant que d'habitude, mais vont être capables quand même d'avoir une lecture des gars qui sont admissibles à, j'allais dire en juin 2021, mais ça risque d'être plus en juillet ou en août, là, dépendamment quand est-ce que la saison de la Ligue nationale va se terminer. Là, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un autre repêchage estival l'an prochain. Ça ne sera pas le dernier week-end de juin comme c'était toujours le cas avant. Steph, en 30 secondes, là, pour terminer, je veux absolument que tu m'en parles parce qu'il y a un jeune joueur québécois qui évolue dans les Maritimes qui retient l'attention, là, qui est sur une séquence. Il est en feu actuellement. Cédric Desruisseaux, c'est un ancien des Tigres de Victoriaville et des Voltigeurs de Drummondville. Les Voltigeurs l'ont échangé il y a 2 ans pour aller chercher Pierre-Olivier Joseph dans l'année où les Drummondville avaient Maxime Comtois et compagnie. On voulait faire un bout de chemin. Alors, on a sacrifié Cédric Desruisseaux. Il est à sa 2e année à Charlottetown. Et depuis le début de la saison, le premier match des Islanders, il n'a pas marqué. Il a récolté une passe. Depuis ce temps-là, il y a au moins un but à chacun des matchs. 13 matchs de suite avec un but. Tu sais, le record, là, c'est 27. Pierre Larouche avec les Éperviers de Sorel. On n'est pas rendu là encore. C'est une autre époque, là, les années 70.
Mais 13 matchs de suite avec un but dans les 20 dernières années. Il y a seulement Sidney Crosby qui a fait ça. 14 matchs de suite à son année avec Rimouski. Guy Boucher pourrait t'en parler, il était là. Tu en parleras avec Guy tantôt. Là, 14 matchs de suite avec un but. Tu sais, ça a l'air banal, là, mais il ne faut pas que tu te trompes souvent. Là. Puis Desruisseaux, dans les 2 derniers matchs, il n'a pas marqué un but, il a marqué 2. Il est rendu à 19 buts en 14 matchs depuis le début de l'année. Alors là, s'il obtient un but, j'allais dire ce soir, mais malheureusement, son match est cancellé là, en raison de la COVID. Il joue demain contre Halifax, je pense. Alors, si Desruisseaux marque demain, il va égaler la meilleure performance des 20 dernières années pour le plus de matchs de suite avec un but. Puis ça appartient à Sidney Crosby. C'est sûr qu'après ça, là, il y a encore du chemin à faire pour se rendre à 20 puis se rendre éventuellement à Pierre Larouche. Je ne veux pas dire qu'il va se rendre. Mais écoute, Pierre Larouche, dans le temps, là, ils ont ramassé 700 points à 3. Là, on comptait 18 buts par match. J'enlève rien à Pierre Larouche, mais le hockey a changé. Là, je veux dire, Yannick allait voir ça en culotte courte dans le temps, là, les éperviers de Sorel, mais ça a changé beaucoup. J'étais en couche. Oui, effectivement, ça a changé pas mal. C'est en 73, je pense qu'il a fait ça, son record, Pierre Larouche. 73-74, la grosse année là, avec Jacques Cossette puis Michel Desziel. Puis les gars, là, sur le même trio, il y en a un qui en avait compté 97, un qui en avait compté 94, puis un qui en avait compté 92. Alors, à 3, ils avaient 290 buts en 64 matchs. Tu sais, c'est une autre époque, là, je veux dire, c'est de la science-fiction là, quand tu penses à ça aujourd'hui. Tu sais. Alors, réussir une séquence comme ce que Desruisseaux fait en ce moment, je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est un jeune de 20 ans qui n'a pas un gros gabarit. Est-ce que là, grâce à ça, va peut-être s'attirer le regard de certains recruteurs puis peut-être obtenir une chance, tu sais, on joue dans les maritimes en ce moment, puis il y en a des recruteurs des maritimes qui vivent dans les maritimes, qui travaillent pour des équipes de la Ligue nationale. Alors, c'est sûr qu'ils l'ont vu jouer depuis le début de l'année, Cédric Desruisseaux. Là. Alors, il s'est pris en main. Son entraîneur nous a dit il travaille fort. Tout ce qui ne fonctionnait pas l'an passé fonctionne. Puis, tu sais, il y a des rumeurs, là, puis je suis assez bien branché, là. Les Islanders n'étaient même pas sûrs de le garder peut-être l'été dernier. On l'avait offert aux transactions parce qu'il y avait eu une saison coup-ci, coup-ça l'an passé. Puis, gars, il a travaillé fort cette année, puis là, ça fonctionne. Tu sais, des fois, on a le fameux cliché, les meilleures transactions, c'est celles que tu fais pas. Là. Mais je pense que Jim Holton à Charlottetown, il est bien content de ne pas avoir échangé Cédric Desruisseaux. OK. Bien, tu sais, dans le temps de Sorel là, puis de Larouche, c'était ça la définition d'un gros trio. À cette heure, la définition d'un gros trio, c'est nous autres. Steph, un gros merci. Un gros merci, Steph. Puis on prend 2 secondes pour plugger ton podcast sur la glace. C'est diffusé quand? Bien, on l'enregistre toujours le lundi après-midi. Ça s'est mis en ligne parce que c'est pas en direct. C'est mis en ligne habituellement vers 15h, 15h30 tous les lundis. On parle des espoirs, on parle de la Ligue américaine quand il y en a, on parle du junior, du midget quand il y en a. Alors, c'est sûr que nos sujets sont un petit peu plus concis en ce temps-ci. On espère que bientôt, on va être capable de reprendre la même envergure qu'on avait. Là. Yes, sir, mon chum. Un gros merci. Merci, Steph. Et salutations à Guy Boucher. Je l'aime beaucoup. On lui fait le message. Il t'entend d'ailleurs. Merci, Stéphane. Oui, il t'écoute. Hey, d'ailleurs, Martin, sais-tu quoi? On a un plan avec Guy, on a des sujets, mais je vais y en poser un en partant qui va être un lien direct avec ce que Stéphane vient de nous parler à propos de Cédric Desruisseaux. J'ai une question qui m'a popé, là, puis je vais lui poser. Vas-y, il est là. Je vais attendre qu'il arrive. Là. Je pense qu'il est là. Il est-tu déjà là, Guy? Ah, Guy est là. Oui. Salut, Guy. Comment ça va? Je suis là. Mais avant ta question, là, es-tu bon, Stéphane? Sérieux, c'est bon. C'est tout le temps, ça les coule. gars, appelez-vous, là. faites-vous un super Zoom, là. Tabarnouche, Non, mais j'aime beaucoup Guy. Il est bon, Stéphane. Non, mais il y a beaucoup d'informations. Dis-nous un break, là. Non, mais c'est parce que moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est beaucoup d'informations comme une encyclopédie, mais ça coule tout le temps, là. Tu n'en aperçois pas, puis à la fin, là, tu viens d'avoir... là, c'est une demi-heure. Tu viens d'avoir une demi-heure d'informations là, à tous les niveaux. Moi, c'est impressionnant, mais c'est sûr que... C'est sûr. Stéphane... Il y a beaucoup d'expérience, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est capable, en 2 secondes, de se rappeler des noms, de la place précise, de l'année. Écoute, puis je suis convaincu que là-dedans, il n'a pas écrit ça sur un bout de papier. Là, ça sort. C'est impressionnant. Mais écoute, hockey junior, tu sais, autant à TSN, des anglophones, tu vas voir Bob McKenzie, tout ça, que c'est des sommités. Là, puis à Noël, chez nous, ben c'est ça. Stéphane, c'est Noël. C'est ça. Hey Guy, Stéphane, il parlait de Cédric Desruisseaux, là, qui là, il y a 13 matchs consécutifs avec un but. Le record de Sydney, c'est 14. Puis il parlait de Pierre Larouche, 27, c'est bien loin. Mais ça m'a amené à une question.
je vais donner un exemple, une situation bien précise. Admettons, là, il est à 13, son prochain match pourrait égaliser le record à Crosby. Comment un entraîneur gère ça si ton gars n'a pas de but, puis tu es rendu en troisième période, puis que, je sais pas, moi, il reste 10 minutes à jouer en troisième période, puis là, tu veux l'aider, mais en même temps, tu veux pas déroger de ton plan de match. Je te pose la question, est-ce qu'un entraîneur va être sensibilisé ou va être porté à peut-être lui donner une présence de plus ou 2 présences de plus en fin de match pour lui permettre d'aller chercher ce but pour suivre sa séquence? Ben oui, mais la vérité, c'est moins en pensant à sa séquence pour la séquence. C'est pour gagner ton match parce que ton rôle comme entraîneur, c'est de voir qui est hot, qui est sur une lancée, qui est... Peu importe que ce soit des buts ou des... il nous a bloqué 22 lancés dans les 4 derniers matchs. Tu veux mettre tes meilleurs joueurs sur la glace, ceux qui vont te permettre de gagner. Fait que c'est sûr que c'est comme un gars qui a 2 buts dans un match, puis t'es à la fin, t'aimerais bien ça qu'il ait son tour du chapeau. Les joueurs respectent beaucoup ça. Non seulement le joueur lui-même respecte ça, mais les autres joueurs de l'équipe aussi respectent le fait que tu y penses. Puis tu sais, des fois, tu y penses pas. Dans cette situation-là, tu vas y penser, parce que là, ça devient une très longue séquence. Mais tu sais, des fois, dans un match, tu es conscient qu'il y a un but, tout ça, mais des fois, tu n'es pas conscient que ton gars a 2 buts. Tu as vu à peu près ce qui s'est passé. Quelqu'un a marqué un but, là, il y a eu 2-3 déviations, il y a 4-5 gars devant le filet, puis ça, puis la vérité, ça m'importe pas, moi, là, qui a marqué le but à ce moment-là. Là. Fait que des fois, ça se peut que tu aies un de tes joueurs qui s'en va d'abord, hey, coach, il y en a 2. Oh, OK, t'as une minute, c'est vrai. Fait que, tu sais, je te dirais que tu le fais autant que possible, mais tu le fais évidemment pour 2 raisons. Tu veux que ton équipe gagne, mais tu le fais aussi parce que le gars, il est hot. Là. C'était le plus de chances, probablement, que ce gars-là, il a plus de motivation puis il a plus de confiance que les autres à ce moment-là. Alors, c'est pas juste... C'est pas par pitié, là, parce que tu veux aider quelqu'un. Là. C'est parce que tu veux gagner ton match. Et ce gars-là, justement, semble avoir le plus d'atouts, le plus de confiance à ce moment-là pour t'aider à gagner un match. C'est clair. Mais oui, tu as un côté personnel, tu as un côté humain, c'est clair. Te souviens-tu de la série de buts de Crosby? De Crosby? Non. Ouais. Non, je m'en souviens pas. Écoute, la vérité, il y en a tellement fait. Steph, lui, s'en souvenait. Boum! Ah non, mais c'est pour ça que c'est impressionnant. Moi, j'étais là, puis je m'en souviens même pas du nombre de buts. Tu m'aurais dit, il y a eu des séquences. Ben oui, il y en a eu plein de séquences. T'sais. On a eu de toutes les sortes, des séquences de passes, de buts, de ci, de ça. À un moment donné, là, tu sais pas combien de records qu'il y a eu. Là. C'est ça. La vérité, là, ces choses-là, là, c'est pour les partisans, puis c'est pour les médias. C'est comme entraîneur, tu restes pas là-dessus. Là. Il y a des grosses affaires que tu te rappelles. C'est comme on se rappelle que on a gagné 35... On n'a pas perdu 35 matchs en ligne. T'sais. On a fini l'année, ça faisait 28 en ligne qu'on n'avait pas perdu une. Dans ce temps-là, par exemple, t'avais pas de... Tu pouvais finir avec un match nul. Alors, on avait 28 matchs qu'on n'avait pas perdu, puis on a gagné après ça 7 matchs en ligne là, dans les séries, ce qui faisait 35. Donc, on égalait London cette année-là, là, qui était l'autre grosse équipe là, au Canada. Fait que c'était un peu une compétition. Ils se pataient bretelles qui en avaient, eux autres, pas perdu 35 en ligne. Je me souviens plus c'était combien. Je pense que c'était 28. Même chose que nous autres. C'est exactement ça, 28. Mais eux autres, ça s'était arrêté avant Noël, je pense. En saison régulière. Nous autres, on ne pouvait pas continuer, on ne pouvait pas battre le record en saison régulière parce que le 28e match, c'était le dernier match de la saison régulière. Sauf que nous, on considérait qu'on l'avait battu parce qu'on avait été en mesure de gagner 7 autres matchs dans les séries. Alors, on se pétait les bretelles qu'on était meilleur que London, mais on a perdu en finale. Écoute, puis j'ai comme envie de faire un lien. Ou vas-y, Yann. Non, ben, moi aussi, je vais faire je veux revenir un peu sur... Mais je peux-tu vous devancer sur 2 choses? Première question, tantôt, tu as dit, tu as l'air d'une banane, Martin. Ça m'intriguait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourrais-tu nous éclairer là-dessus? Tu voulais pas avoir l'air d'une banane. Avoir l'air d'une banane? Oui. Ça, c'est la première fois que je l'entends. C'est l'expression qui veut dire avoir l'air niaiseux, mettons. OK. OK. Ça, c'est dans ton patelin, ça? C'est pas moi. Voyons, ça page Georges, tout ça qui dit veut pas avoir l'air d'une banane. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça m'intéressait. Moi, c'est plus avoir de l'air épais. Peut-être qu'il y avait quelque chose de spécifique. Ouais, c'est ça, mais je me demandais s'il y avait quelque chose de spécifique avec la banane. En tout cas, mais l'autre affaire que je t'ai trouvé brillant et consciencieux, c'est quand tu as parlé de ceux qui dirigent RDS. Puis, honnêtement, là, je suis complètement d'accord avec toi. On parle tellement des choses qui vont pas bien, puis que les gens de RDS, là, c'est un...
Oui, bah, très bien. Aujourd'hui, tu vois, l'autre jour, c'est ça. J'avais un petit butin, mais qui coupait le fil à toutes les 2 minutes pour m'écœurer. Mais écoute, le leadership et la culture d'entreprise de RDS, Ben Media, tout ça est formidable. Honnêtement, là, c'est extraordinaire. Dominique, moi, en tout cas, personnellement, Dominique Vanelli puis Charles Perrault, c'est les deux individus avec qui j'ai parlé en premier. Puis c'est ces gens-là qui m'ont attiré à RDS. Parce que tu dis, si ces gens-là dirigent, sont au leadership de tout ça, ben, ça veut dire que toute la culture repose sur des gens comme ça. Tout repose sur le leadership. Alors, tu peux laisser présager dans ce temps-là que tu as une culture d'empathie, puis des gens humains. Puis, en tout cas, je trouve ça extraordinaire. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis on le dit pas assez souvent. On entend souvent qu'est-ce qui va pas dans la vie, puis qu'est-ce qui devrait être mieux fait, puis qu'est-ce que ci, puis qu'est-ce que ça. Mais ça, c'est formidable. Puis comme les équipes dans le national, un propriétaire comme Atempa, il n'y a pas un gars qui a perdu son salaire encore. Là. Écoute, c'est extraordinaire. Même pas de pourcentage de perdu. C'est autant de milieu administratif que milieu hockey. Écoute, ça prend des gens très empathiques pour ça. Bon. En tout cas, Guy, je confirme que tu n'es pas le seul qui a pas. C'est un très beau message que tu as lancé, puis tu as bien fait d'y revenir. Concernant la banane à Martin, tu n'es pas le seul qui n'a jamais entendu ça. Sur Facebook, ça explose en ce moment. Tout le monde envoie des messages. Jamais entendu ça. Léandre Pelcha, Kevin Simon, moi non plus. Martin Landry, jamais entendu ça dans ma vie. Et là, ça déboule, mon ami. Là, l'histoire de la banane à Martin et de son expression. C'est comme l'autre jour, t'en souviens-tu, j'avais parlé de Joe Tartampion. Ben, il y en a plusieurs qui ont réagi à ça. Ben, là, c'est un peu la même chose. Hey, Guy, je veux revenir sur Équipe Canada Junior. En fait, je veux juste faire le lien un peu avec l'histoire que Steph nous a racontée concernant la situation qu'André Tourigny a gérée hier avec Kirby Dack puis Dylan Cousins. Tu sais, il a bien géré ça, je pense, le coach là-bas. Il a bien fait ça, mais c'est pas évident. La ligne est mince. Hein? Ça peut bien virer comme ça peut mal virer. Tu sais, pour un entraîneur avec une équipe sur une courte période comme ça, il arrive une situation, faut que tu gères ça de la meilleure façon possible, mais la ligne est mince, non? Ouais, non, justement, pas mince. c'est quand on pense pas mince? ça... Non, elle n'est pas mince, parce que c'est quand on pense qu'elle est mince, qu'on a peur d'agir pour protéger la culture, qu'on la perd, notre culture. Alors moi, chapeau à André Tourigny. Je l'ai vécu, écoute, tu sais, j'étais 9 fois avec Équipe Canada, puis non seulement ça, je l'ai vécu à tous les niveaux, que ce soit dans le midget, que ce soit dans l'universitaire, junior majeur, ligne américaine, ligne nationale, avec les hommes avec Équipe Canada, ou avec les moins de 18 ans, ou avec les moins de 20 ans, ou Coupe Spengler. Quand tu hésites à protéger ta culture, puis à protéger ta discipline, t'as des grosses chances, justement, que tu te plantes. Puis ça, je l'ai vu, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu quand on hésite, quand on donne des chances sur ce côté-là, puis justement, on s'est planté. Puis de l'autre côté, j'ai vu asseoir des individus de premier plan, sans dire des noms, et de mettre sur table d'avance que ces gens-là ne peuvent pas avoir des écarts de conduite, puis qu'ici en ont, il va y avoir des répercussions. C'est la culture et la discipline dans des événements de courte durée comme ça, elle est primordiale. Premièrement, primordiale dans la vie en général, puis c'est là que je pense qu'on est rendu mou dans notre société. Puis je pense que c'est un superbe exemple à mettre au grand jour parce que tu sais, nos jeunes, on le voit maintenant, des fois, OK, demande au professeur d'avoir l'examen, pousser un petit peu plus loin, arrive en retard là, c'est pas grave, pourquoi que les exigences sont si difficiles, pourquoi les standards? Ben écoute, si tu es dans un environnement où c'est pas de l'élite, où c'est pas un encadrement de standards élevés, OK, correct, tu dirigeras ça comme tu veux. Mais quand tu diriges l'élite, quand tu diriges des grosses entreprises avec des standards élevés, mais il faut que tu dictes ton ton et ta culture, puis ça, c'est la discipline. Tu peux jamais avoir un quart de discipline. Tu peux pas avoir la moitié de la discipline. C'est pas de la discipline. La minute que tu as des écarts là-dedans puis tu laisses ça aller, bien, tu es mort dans ta culture parce que tu viens de dire à tout le monde que c'est pas grave, je vais l'étirer pour un, je vais l'étirer pour l'autre. Alors, il y a 3 choses qui sont des non négociables dans un environnement élite. 1, c'est ton attitude. Est-ce que tu en veux plus ou est-ce que tu en veux moins? 2, c'est ton éthique de travail. Si tu travailles juste fort, c'est pas assez parce que tout le monde travaille fort. Fait que tu ne pourras pas dépasser les autres. Tu dois avoir une éthique de travail acharnée. Et surtout, c'est ta discipline.
Alors, ces 3 choses-là, tu ne peux pas passer à côté. Si tu n'es pas capable de gérer ces 3 choses-là, puis tu es gêné, puis tu penses que c'est une ligne fine, bien, tu ne pourras jamais avoir des standards élevés avec des résultats élevés. Alors, moi, je lève mon chapeau à André, c'est clairement quelqu'un qui a de l'expérience. Il l'a vu par le passé, je suis convaincu, parce que moi, je l'ai vu avec Équipe Canada à tous les niveaux. L'aurais-tu fait avec un joueur important? Exemple, si tu ne rentres pas d'un rang, tu as beau être le meilleur, tu es assuré d'une job, on ne te prendra pas? 100%. Regarde, je vais te donner un exemple. Je nomme pas de nom. Là. Notre meilleur défenseur avec l'équipe Canada des moins de 20 ans, puis ça, je ne vous dirai pas qui, fait que vous ne pourrez pas débattre lequel était notre meilleur. On l'a assis, on était avec Pat Quinn, puis on l'a assis avant. Regarde, en ce moment, tu ne fais pas le club. Pas parce que tu n'es pas assez bon, parce que ton attitude puis ta discipline ne cadre pas dans ce qu'on a besoin pour un tournoi de courte durée. Tu ne peux pas commencer à gérer des niaiseries pendant un tournoi de courte durée parce que toute l'attention devient vers les niaiseries plutôt que vers ce que sur quoi tu dois te concentrer. Alors, plus ton événement est court, moins ta laisse est longue. Alors, on y avait dit, regarde, est-ce que tu es capable de te retenir pour 2 semaines? Sinon, tu t'en vas chez vous. Puis c'était notre meilleur défenseur. Alors, écoute, il a très bien compris l'ampleur de ce qu'on essayait d'expliquer. Et puis, il a été très bon tout le long du camp. Mais on savait que si le camp s'éternisait une autre semaine ou 2-3 semaines, fort probablement que la vraie personne serait ressortie. Puis cet individu-là, plus tard, évidemment, je n'ai entendu parler. C'est pas quelqu'un qui a réglé sa discipline. Guy, t'es contagieux avec les autres. Oui. Guy, tu sais-tu que Google puis HockeyDB existent? C'est sûr que les gars sont tous partis sur DB pour voir l'année de Pat Quinn, les défenseurs qui étaient là. D'ailleurs, pour te donner un exemple à quel point c'est puissant le podcast. Tu ne pourras pas savoir qui que nous on considérait comme meilleur. Je le sais, mais les gars sont déjà partis. Avant que tu parles de ça, il y a 10 minutes, il y a un gars qui a le logo des Whalers d'Hartford, puis son nom, c'est Pat Brun. S'il vous plaît, écris ton prénom. Écrit. Votre podcast influence toujours les joueurs les plus recherchés sur HockeyDB. Vous avez parlé de Desruisseaux, il est rendu 3e sur DB comme joueur le plus recherché. Il y a un gars après ça qui écrit, c'est Olivier, il dit il est rendu 1er. Patrick rajoute, c'est vrai, il est rendu là. Olivier rajoute, Pierre Larouche et Jacques Cossette sont rendus dans le classement, dans le top 5 parce qu'ils ont été cherchés. Donc, aussitôt qu'on parle de joueurs sur le show, les gars sont les plus recherchés sur HockeyDB. Là, je te garantis ma paye. J'ai vu ça il y a 10 minutes. Je te garantis ma paye qu'avec ce que tu viens de dire, les gars et les filles sont en train de squatter, voir l'équipe Canada Junior coachée par Pat Quinn pour essayer de trouver de qui tu parlais. Ouais, mais tu pourras pas savoir parce que nous, la manière qu'on regardait nos défenseurs, on les évalue pas nécessairement comme les gens les voient. C'est pas parce qu'un gars est spectaculaire que c'est lui qui est notre meilleur. Nous, à ce moment-là, puis je vais te dire un exemple, un attaquant sur notre 4e ligne à ce moment-là, c'était Jamie Benn. 4e ligne. On parle pas de lui, là. C'est pas de lui que je parle parce que c'est un défenseur. Mais plus tard, il est devenu, c'était une vedette. Puis on a des gars qui étaient sur la première ligne à ce moment-là, les Hodgson ou d'autres joueurs, qui n'ont pas vraiment fait de fureur, puis ils n'ont même pas vraiment joué dans le professionnel après. Alors, à ce moment-là, dans les moins de 20 ans, tu as des gars qui sont répertoriés comme tes plus complets, ceux qui vont jouer contre la meilleure ligne, défensivement, offensivement ou le plus complet. Fait que c'est pour ça que nous autres, dans l'apport que ce joueur-là avait avec nous, on le considérait à ce moment-là le meilleur, mais plus tard, tu regarderais le nom, tu dis, ben voyons donc, c'était pas le meilleur. Ben oui, mais pour nous, à ce moment-là, dans le développement de ce joueur-là, il était notre meilleur. C'est pour ça que tu pourras pas vraiment savoir. C'est parce que, tu sais, c'est la même chose avec des gars que j'ai eu dans la Ligue américaine. T'sais. J'ai déjà j'ai déjà mis quelqu'un dehors d'une pratique. J'ai déjà assis un gars dans les estrades dans la Ligue américaine pour notre match le plus important des joueurs de premier plan parce qu'ils sont arrivés en retard au meeting le matin pour le match. Puis c'est pas parce que je les aime pas. Regarde, tu le sais. On le sait, Mike Hoffman. Regarde, on va te le nommer. Mike Hoffman, dans le junior, il avait manqué ses cours du matin. On jouait le match le plus important contre Shawinigan le soir. Mais c'était établi d'avance. Et si tu manquais ton cours, tu manquais le match, puis tu écrivais des lettres d'excuses à tes professeurs. Fait que moi, c'est ça que je m'en allais dire. Je suis convaincu que toute cette discipline-là est déjà par Tourigny avec les joueurs. Donc, il faut que tes actions... Faut que je t'arrête, mon chum. Et suivre ça. Faut que je t'arrête. Garde ton respire. On s'en va à la pause. Les gens à la télé, merci d'avoir été là. On se rejoint demain. Venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. Les gens sur le web, merci d'être là. Vous êtes actifs sur les médias sociaux.
J'ai-tu dit demain? Ouais, t'as dit genre. Ouais, mettons lundi. Lundi. Ben, je vais t'appeler, gros, puis on va jaser. Mandagui, on se parle tout le temps. On jase. Ben ouais, on va se parler demain. Guy finit ta passée, puis Yannick, après ça, on a une bonne pour toi. Ah ben, tu sais, je félicite un exemple comme Mike Hoffman, qui était un joueur de premier plan, un match extrêmement important contre Shawinigan. Les deux matchs où j'ai assis des joueurs de premier plan comme ça, dans la Ligue américaine ou dans le junior majeur, ben on a gagné le match les deux fois. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact pour la discipline puis le reste de ta culture pour tout le monde? C'est que ça veut dire à tout le monde? Oui, si tu es un joueur de premier plan, tu vas probablement avoir plus de glace. Tu vas être traité d'une certaine façon parce que des fois, tu as plus de pression dans le professionnel et tout ça. Oui, tu as des gars qui sont plus forts, plus faibles mentalement et tout ça. Alors, c'est sûr que par rapport au talent, par rapport au statut, par rapport au temps de glace, tu vas traiter tes gens différemment. Tu n'as pas le choix. C'est important, ça, de comprendre ça. Par contre, quand ça arrive à la discipline, quand ça arrive à l'éthique de travail, quand ça arrive à l'attitude, tu ne peux pas avoir laissé des gens avoir des écarts de conduite là-dedans parce que c'est là que tu perds ton groupe. Puis ça, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du leadership ne peut pas comprendre ça. Ou ceux qui ont de la misère avec leur leadership, ça, c'est fort probablement une des raisons principales. C'est que ce que tout le monde est capable de faire, qui est la base de ta culture, tu ne peux pas avoir de passe-droit. Tu sais, je vais te le dire, gars, je me rappelle, je m'étais assis avec Erik Karlsson. Je le dis, gars, t'es capitaine Erik, je te le dis d'avance. Si t'es en retard pour une pratique sans raison, puis t'as pas pu appeler, puis tout ça, puis tu te présentes au morning skate, puis t'arrives en retard, je n'ai pas le choix. Je vais faire comme Barry Trotz a fait à Washington, quand Ovechkin s'est présenté un matin parce que son cadran n'est pas sonné, puis il a manqué le meeting du matin, puis il a manqué son morning skate. Ben, il a dit, garde, on l'a dit d'avance, que tu sois Ovechkin, tu sois un autre, tu joues pas à soir. Fait que donc, j'avais déjà dit ça à Karlsson, donc j'ai jamais eu besoin avec Karlsson, il n'a jamais été en retard avec moi. Je n'avais entendu avant toutes sortes de choses, alors qu'il était plus jeune, puis il manquait un peu de maturité. Mais moi, tu te prépares d'avance pour ces standards-là. C'est sûr que si tu arrives un cheveu à ça, puis tu décides à gauche puis à droite, qu'est-ce que tu vas faire dans l'année par rapport à tes règlements, par rapport à tes standards, c'est sûr que tu vas te perdre. Mais si tu établis d'avance c'est quoi tes critères, c'est quoi tes paramètres, et après ça, il faut que tu agisses. C'est comme à la maison. Si tu dis, hey, là, si tu ne rentres pas à minuit, ben, le lendemain, je t'enlève ton téléphone. Finalement, tu n'y enlèves pas le téléphone. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Non seulement il va arriver plus tard qu'à minuit les prochaines fois, ton enfant, le frère et la sœur vont faire pareil. Fait que tu fais pas juste perdre ton individu dans ce temps-là, tu perds ton groupe. Puis ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas perdre ton groupe pour des événements comme ça. Maintenant, il faut que tu sois intelligent. Quelqu'un arrive en retard parce qu'il y a eu un accident. Hey, ça, c'est un autre paire de manches. Quelqu'un arrive en retard parce qu'il y a un problème à la maison, sa femme est enceinte puis elle est due. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui font ça que... Ouais, c'est différent. À un moment donné, c'est différent. Ça, c'est clair. Donc là, il faut peut-être de la clairvoyance dans tout ça. Mais c'est clair que les joueurs comprennent à un moment donné qu'il y a un côté humain. Tu vas faire des exceptions quand c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Oui, absolument. Mais quand c'est des cas normaux, puis dans des situations normales, tu n'agis pas quand tu as des situations comme ça. Ben regarde, moi, je me rappelle à Ottawa, il y a un joueur, c'était tôt dans le camp d'entraînement, puis on avait des standards qu'il fallait remplir pour les tests physiques. Et le gérant de M. Dorion était des astrales, puis il avait dit, regarde, Guy, il n'a pas été au maximum, ce gars-là. Là. Regarde, c'est clair. Là. Ben, je l'ai fait reprendre. Le lendemain, il s'est présenté à 6h30 du matin avant tout le monde, puis il a repris son test. Il n'était pas trop content, mais je peux te dire que ça a montré le ton pour le reste. Les gars, ils voyaient que j'étais sérieux. Et regarde, on n'y est pas avec les standards. Là. C'est ça que c'est. Tu suis ça, tu donnes ce que tu as, puis après ça, on passe à d'autres choses. Fait que, tu sais, si tu n'agis pas comme coach, si tu n'agis pas comme président, si tu n'agis pas comme dirigeant dans une entreprise, quand des choses comme ça se présentent, après ça, demande-toi pas pourquoi il n'y a pas de discipline. Quand tu demandes aux gens de faire quelque chose, là, t'en as un tiers qui vont le faire, t'en as un tiers qui le font pas, puis t'en as un tiers dans le milieu qui ils vont le faire quand ça lui tente, puis qu'ils le feront pas quand ça lui tente pas. Fait que c'est ta job comme leader. Ouais, ben c'est ça. C'est ta job, toi, de mettre en place ces paramètres-là. Hey Guy, là, on va changer de registre, mais en fait,
où on reste dans le hockey, dans la Ligue nationale. Je veux t'entendre un peu sur la situation de négociation actuellement pour le protocole de retour au jeu. C'est un peu compliqué là, au niveau de l'argent et tout ça. Les propriétaires aimeraient que les joueurs en donnent un peu plus. Les joueurs disent non, on a une entente de signer, on veut la respecter. Mais en même temps, on est face à une pandémie. T'en penses quoi de ça? Parce que ça semblait être facile il y a 2 semaines, mais là, plus les jours avancent, plus les journées avancent, plus qu'on s'inquiète un peu plus. Ça va revenir, mais de quelle façon? Et le temps aussi qui avance. Donc, assurément, plus vers la mi-janvier que le 1er janvier. T'en penses quoi, toi, de la situation actuelle, Guy? Ben moi, je m'en attendais, je vais être franc. C'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, c'est parce que j'ai vu l'autre côté de la médaille, justement, quand on s'approche des négociations quelconques, là, que ce soit la Ligue avec les joueurs ou autres. Toutes les négociations, c'est bien rare que les deux côtés sont d'accord parfaitement. C'est bien rare que d'un côté de la clôture, c'est la même perspective que de l'autre côté de la clôture. Dans un cas comme celui-ci, où tout est complexe et anormal comme situation, je pense pas qu'on peut se fier à des paramètres normaux. Et puis moi, je m'attendais à ce que la situation du printemps ne soit pas la même. Moi, tu sais, Martin, je te l'ai dit plusieurs fois, j'y croyais, moi, quand on commençait à parler d'avoir des séries durant l'été. J'ai toujours cru que ça, c'était possible parce que c'était contrôlé. C'est un environnement qui est protégé, un environnement où finalement c'est une bulle. Alors, tu as le contrôle de plusieurs choses. Mais de mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour une saison, autant dans la logistique que dans la négociation avec les joueurs, ça devient beaucoup plus complexe parce que, justement, il y a tout du monde à l'estrade, il n'y en a pas. Avec les séries, dont l'année passée, tu avais déjà 10 il restait, juste 10 à aller chercher en termes d'argent, autant par rapport à tout ce qui était à la télévision que chaque équipe, puis la Ligue et tout ça. Donc, tu avais déjà 90 d'acquis. Donc, tu allais chercher du bonus. Là, par exemple, tu te planifies une saison où tu ne feras pas beaucoup et tu n'en feras presque pas. Et la grande majorité des équipes, on en perd. Alors là, tu tombes dans un autre paire de manches. Là. Fait que là, tu sais, on sait déjà que dans le national, dans une situation normale, tu as 1/3 des équipes qui font de l'argent seulement. Tu as 1/3 des équipes qui ne font pas de l'argent, qui arrivent kiff-kiff. Puis tu as 1/3 des équipes qui perdent de l'argent, dont plusieurs qui perdent beaucoup d'argent. Alors, ça veut dire que dans une situation comme celle-ci, où il n'y a pas de gens dans les gradins, là, tu as celle qui ne faisait pas d'argent perd énormément d'argent. Tu as ceux qui arrivaient kiff-kiff maintenant qui perdent beaucoup d'argent. Alors là, tu as 2/3 de ta ligue qui perdent de l'argent et le seul tiers qui faisait de l'argent, finalement, en fait plus, ou presque pas. Alors là, c'est sûr que tu as beau avoir négocié avec les joueurs au printemps quelque chose pour essayer de garder ton brand, garder l'intérêt pour la Ligue nationale. Dans des conditions particulières. Tu t'attendais jamais à ce que ça s'éternise jusqu'à maintenant. On s'attendait peut-être à commencer novembre, décembre, puis là, whoop! Là, finalement, tout d'un coup, là, on est rendu avec une catastrophe du côté, finalement, de la Ligue et des propriétaires. Et alors là, ça veut dire que ce qui a été dit finalement, dans ce qui avait été négocié avec les joueurs à ce moment-là, c'est plus vrai. Alors là, de l'autre côté, je me mets dans la peau des joueurs qui ont négocié un contrat, qui viennent juste de négocier un collective bargaining en anglais, je ne me rappelle plus en français comment ça se dit. Ils ont négocié une entente, puis là, tout d'un coup, l'entente ne tient plus selon la Ligue à cause que les paramètres changent, puis c'est plus catastrophique qu'on pensait quand on regarde en plus que oui, on n'a pas de monde dans les estrades, mais en plus, cet été, quand on regarde ce que ça a donné avec les droits de télévision puis tout l'auditoire, qui a été extrêmement décevant comparativement d'habitude, bien là, tout d'un coup, je regarde ça de loin, je prends ni d'un côté ni de l'autre bord, qui est valide. Alors, comment on fait pour joindre ça puis faire un pont entre les deux? Tu fais pas ça du jour au lendemain. Là. Les joueurs veulent pas perdre leur acquis, puis les propriétaires s'aperçoivent qu'ils sont plus capables de tenir le coup. Alors, c'est très, très difficile. Là. Fait que je prends pas d'un bord comme de l'autre. C'est le contraire, justement. J'ai de l'empathie pour les deux bords. Je me disais, waouh, si j'étais un propriétaire, vraiment, ce serait catastrophique. Puis là, je suis obligé de chercher des avenues. Puis là, je suis les joueurs. Je me dis, attends une minute, là, on vient juste de négocier ça. Puis là, on est déjà prêt à balancer ça. Attends une minute, là. Fait que, tu sais, dans un sens, moi, je me disais, la Ligue va être obligée de demander aux joueurs y aller au prorata des matchs parce qu'on va jouer moins de matchs. Les joueurs disent non, attends une minute, là, on est allé jouer toutes les playoffs sans avoir une scène.
faut que ça nous revienne, ça, là. Puis avec l'escroc et tout ça, j'y comprends parfaitement. Mais sauf que si les propriétaires perdent tout cet argent-là, comment tu veux qu'ils les payent? Puis comment est-ce qu'on va être certain de revoir notre argent à moyen terme? On ne sait même pas si on est capable. Écoute, c'est une catastrophe qui va se répercuter pour moi dans les 5 à 10 prochaines années. On va le dire comme c'est, là. C'est pas juste, OK, on perd un peu d'argent à court terme. Écoute, c'est gigantesque qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas juste au hockey. C'est dans tellement de business. Écoute, là, le Deux Pierrot, là, à Montréal, là, moi, en tant que ça ferme, là, je sais que c'est pas le Deux Pierrot qui sauve la planète, là, mais c'est triste. C'est ma jeunesse. Je pense à tout le monde. Je pense à... C'est juste un exemple parmi tant d'autres que quand tu as des sommités dans certains domaines, puis au bout de 45 ans, tu es obligé de fermer des portes, que ce soit dans ça ou dans d'autres. Les artistes, je voyais ça l'autre jour. Écoute, ils ne peuvent plus être artistes parce qu'ils ne peuvent pas aller faire de show. Puis aujourd'hui, on sait que juste faire de la musique pour le web, puis faire de la musique pour la radio, puis l'Internet, tu fais rien. Tu fais des 0.06 cents par une chanson qui joue. Fait que, tu sais, c'est catastrophique à tous les niveaux dans notre société. Alors non, j'aimerais pas ça être d'un côté comme de l'autre parce que les deux, je comprends très bien pourquoi ça prend du temps, puis je comprends pourquoi ça peut s'éterniser beaucoup plus longtemps qu'on pense. OK. Parlais d'être d'un côté ou de l'autre, je t'avais dit que les gens allaient chercher. Alors, Keith Hawley est sorti. C'est William Vachon. Ben, il sort. Ryan Ellis, Pietrangelo. Ben est également sorti. T'as des bons, hein? Thomas Hickey. D'ailleurs, Thomas Hickey est sorti également du côté de Dan Richard, qui travaille avec nous autres à RDS. A sorti Thomas Hickey. On le salue d'ailleurs. Il fait un excellent travail avec les topos, les reportages. Sur il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Martin, vas-y donc, si tu t'en rappelles. Cody Golubeff. On n'avait pas Myers aussi? Tyler Myers? Ouais. C'est cette année-là, il n'y a personne qui l'a nommé. OK, puis j'ai pas dit que c'est lui, là. C'est parce qu'on n'avait pas Souban cette année-là. Souban, je l'ai-tu nommé? Oui, il y a quelqu'un qui m'a nommé Souban. Ça, tu sais, on allait. Bonne chance à savoir c'est qui, parce que c'est tout, tu sais, il y a tous des gros noms qui sont devenus des tops. C'est pour ça que je te dis, garde, lequel qu'on considérait notre top, c'est ça. Okay. Il y en a un qui dit celui qui a joué le plus de minutes dans le tournoi, c'est Ryan Ellis, by the way. Oui, il y a plus de minutes. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lui le meilleur, parce que tu sais, un gars comme Ryan Ellis, c'était notre meilleur offensif, peut-être. Mais défensivement, on ne pouvait pas le mettre contre les meilleurs joueurs à ce moment-là. Fait que, tu sais. OK. Hey, ouais, OK. Mais, OK. La situation difficile, écoute, Yann, qu'est-ce que je fais? OK, je voulais te parler de Crosby. On va garder ça pour lundi. Lundi, tu vas être là, en plus. Le coach Sullivan a dit que Kapanen allait jouer avec Crosby. Puis pourtant, historiquement, c'est très difficile de trouver des coéquipiers de trio à Sidney Crosby. Fait qu'on va te poser la question, mais juste lundi. C'est comme le plus long tease de l'histoire du podcast. Ouais, je suis prête, là. Regarde, là, on a juste effleuré. On le sait que tu es prête, mais c'est parce que dépasser de 5 minutes, on est capable. Mais dépasser de 38 parce que tu réponds à une question. D'ailleurs, tu te fais niaiser. D'ailleurs, tu te fais niaiser, by the way, sur On Jase. Je vais te le dire, là, les gens ont toujours beaucoup d'amour pour toi. Et dis-toi que quand on se fait taquiner, on se fait... c'est parce que les gens nous aiment. Alors, tu sais, regarde, je vais prendre le temps qu'il nous reste pour te taquiner, mon Guy. Il y en a qui parlent du fait qu'on te pose une question et que tu es parti pour 8 minutes. Je te le dis, là, les gars se relancent là-dessus. Et je vais te lire le commentaire de Olivier. Voici comment se passe un meeting de On Jase. On s'assoit. De quoi on parle? Je ne sais pas. Qui sont nos invités? Guy Boucher et 3 petits points. OK, meeting fini. Une question, terminée. C'est parfait. ça va avec ma personnalité. J'ai lu ça sur On Jase. Ça va avec ma personnalité. On a la job la plus facile au monde. Ah ouais. Moi, j'ai une phobie, puis je déteste pas finir ce que je commence, puis... laisser des choses qui sont pas bien établies puis bien sondées. Fait que c'est ça. J'aime mieux faire une chose très bien qu'en faire 5 tout croche. Ben c'est pour ça, Guy, que ton sujet, on voulait te jaser quelque chose en particulier avec Sidney Crosby. On va le garder lundi parce qu'on n'aura pas le temps de l'éplucher en profondeur. On va faire ça lundi.
C'est parfait. Les gens t'aiment, là, Guy. Là. Les gens t'aiment. Là. Il y a Laurent qui écrit Guy, tu es incroyable. Ta vision humaine et philosophique me fait beaucoup réfléchir et j'adore. Marc qui dit maudit qu'il est bon, Guy. Non, il y a beaucoup d'amour, mais pour une fois qu'il y en a qui s'amusent avec toi, je pense que ça méritait d'être dit et d'être lu. Alors voilà, Guy, les gens t'adorent, je pense. Ben oui, on est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Ouais. Ben, nous autres aussi, Guy, on t'aime bien gros. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va te retrouver lundi, mon cher ami. Ben merci. Puis regarde, c'est drôle que tu me dises ça parce que quand je m'étale comme ça, après ça, quand je réponds plus court et moins élaboré, après ça, j'ai une couple de mes chums qui me textent « Ouais, t'as coupé ça court aujourd'hui. » C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Fait que en bout de ligne, garde, ça va avec n'importe quoi. T'essayes d'être toi-même, puis t'essayes que les gens apprécient. Fait que j'espère qu'on en a donné assez. Non, inquiète-toi pas. T'es bien fin, Guy. On te souhaite un souhaite un beau week-end, mais on se parle lundi. Ben merci, ça fait plaisir. À lundi, à Crosby. Ciao, salut, Guy. Ouais. Encore une fois, Martin, ça a été une bonne émission. Bien le fun avec Guy, bien le fun avec Steph, bien le fun avec tout le monde cette semaine. Beaucoup de commentaires. Ta banane a fait jaser, mon ami. Ton commentaire sur la banane et non ta banane. Il faut faire attention à ce que je dis. Beaucoup de réactions. On va faire attention. Beaucoup de réactions, de commentaires. C'était bien le fun. Si tu permets, avant que je te laisse fermer l'émission, je veux juste remercier Corinne à la réalisation mise en ondes, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS qui ont travaillé très, très fort. Merci. Tu l'as dit en début d'émission, puis Guy l'a souligné. Merci à nos patrons pour l'opportunité. Merci beaucoup à vous tous, les jaseux, d'être avec nous, de nous suivre à la télé, sur le web, rds.ca, FaceTime, YouTube, peu importe. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, qu'on soit d'accord ou non. C'est une belle communauté, la gang d'On Jase, puis c'est très apprécié. Puis là, c'est la fin de semaine pour nous qui débutent, mon cher ami Martin. Je te dis un gros merci à nouveau pour ton travail cette semaine. J'ai hâte de te retrouver lundi. Oui, merci à toi, Yann. Tu as bien fait de saluer également les gens qui travaillent derrière, comme Joël et Corinne. Merci aux fans de On Jase. Merci aux habitués, les réguliers qui sont là, qui font que le show est ce qu'il est. Bon, je pense que vous avez la preuve. On a lu beaucoup vos commentaires aujourd'hui. On en a fait part à nos intervenants. Donc, un gros merci. En fin de semaine, moi, je serai là, Yann, ça te tente sur NFL Red Zone. Gros week-end de football. Ben oui, c'est vrai. Il y a des nouvelles qui sortent sur le foot écœurant. Taysom Hill va être le carrière des Saints et non pas Winston. Donc, ça, c'est une grosse nouvelle dans le foot. Les Broncos viennent d'annoncer qu'ils n'auront plus de match à domicile en raison de la COVID. Et toujours dans le cas de la COVID, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle pendant le show, les Raptors, c'est annoncé, vont commencer la saison du côté de Tampa Bay. Donc, dossier à suivre. Wow. Suivez les gars sur Sport 30. Ils vont vous tenir au courant, bien sûr, tout au courant de la journée. Yann, gros merci. Merci à tout le monde. Puis on se rejase lundi et non pas demain. Lundi. Salut!